Sophie, et peut-être qu'il faut se féliciter, c'est ce que vous me disiez avant d'arriver sur le plateau, il faut se féliciter qu'il y ait des rapports dans différents domaines qui disent les choses, qui posent le diagnostic. C'est le cas pour le primaire. Alors, en quelques mots, c'est baisse générale du niveau, aggravation des inégalités. Bon, la liste est longue. La Cour des comptes publie donc un rapport alarmant sur l'état des écoles primaires publiques françaises, critiquant notamment la semaine de 4 jours. Face au manque d'organisation et du niveau scolaire parfois insuffisant, l'étude propose notamment une refonte totale de la gouvernance des écoles. Ça vous fait sourire, vous connaissez tellement bien ce sujet. Vous nous en avez parlé beaucoup ici. Est-ce que vous félicitez au moins de l'existence de ces rapports ? Oui, on peut se féliciter quand même en France d'avoir une liberté d'expression et la liberté de produire des rapports qui sont malgré tout de qualité. Alors évidemment, on va en parler dans l'autre sujet, c'est-à-dire dans certains rapports, on voit bien qu'il peut y avoir des formulations un petit peu à dessein, des intentions dans la façon de formuler les choses, mais les données sont là. Et on peut avoir un regard sur le réel. Et je pense que c'est important parce que pour pouvoir changer les choses, il faut commencer par arrêter le déni. Et ce rapport de la Cour des comptes que j'étudierai pour vous la semaine prochaine me semble effectivement une bonne chose. Rendez-vous est pris avec nos téléspectateurs. Ce que vous avez étudié, c'est ce qui se cache, mais ce qui se voit derrière le scandale Betharam et l'audition du Premier ministre, audition éprouvante. Où oui, il n'a pas été épargné. Non, mais il y a aussi les conséquences, les cicatrices politiques qu'on verra. Il n'a pas été épargné, effectivement. Et puis, Sophie Audugé et d'autres, mais vous y avez vu une volonté de la part de la France insoumise de ranimer la fameuse guerre scolaire. Alors oui, tout à fait. On va revenir là-dessus. Donc pour nos téléspectateurs, je vais refaire un petit peu d'éléments de contexte. Donc le 20 février, une commission d'enquête parlementaire a été instituée à l'Assemblée nationale. Elle fait suite aux dernières évaluations de l'affaire qu'on nomme Betharam, du nom de cette institution catholique située dans le Béarn. 60 ans de violences qui ont été révélées notamment dans le livre témoignage Le silence de Betharam d'Alain Esquer, qui a constitué un collectif de victimes, d'enfants victimes aujourd'hui des adultes. C'est une commission d'enquête, ce qui signifie que ce n'est pas une commission d'information. Ses pouvoirs sont élargis. Elle peut interroger toute personne et exiger des réponses et des documents. C'est important pour comprendre, c'est quand même une commission particulière. Si la lampe médiatique a été focalisée sur Betharam, la commission d'enquête porte, elle, sur les manquements de l'État en matière de repérage et de protection des enfants victimes de violences physiques, psychiques, sexuelles évidemment, infligées par des adultes dans le cadre scolaire. Donc c'est quand même très restreint, mais c'est restreint dans le type de violence, dans le cadre de la violence et par qui elles sont faites, c'est-à-dire des adultes. Et à cette heure, il y a 8 collectifs de victimes de 8 établissements scolaires différents qui ont été auditionnés par la commission. Donc il ne faut pas se limiter au cas de Betharam, qui est évidemment le cas emblématique. Alors ils vont auditionner évidemment des ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés, des ministres de la Justice, des magistrats, des enseignants, des inspecteurs d'académie, etc. Et la semaine dernière, mercredi, c'était François Bayrou qui était interrogé, auditionné, puisqu'il est au cœur de cette affaire à plusieurs titres. Tout d'abord en sa qualité d'homme politique omniprésent depuis 50 ans dans le Béarn, où il a occupé différentes fonctions, président de la communauté d'agglomération, conseiller général, député, de telle sorte qu'il est probable et qu'on est légitime à penser qu'il soit à peu près au courant de tout ce qui se passe sur ce territoire depuis très longtemps. Mais aussi en tant que père, puisque ses 4 enfants ont été scolarisés à Betharam, dont sa fille aînée, qui a révélé avoir été elle-même victime, ce qu'ignorait son père il y a encore quelques semaines. Sa femme aussi, qui a donné quelques heures de catéchèse, et non pas, comme l'ont laissé entendre des médias et des députés et le fisc, qu'elle aurait été une intervenante régulière dans l'établissement. Ce n'est pas vrai. Mais aussi en tant que ministre de l'Éducation nationale entre 93 et 97, précisément au moment où les premières alertes de violence sont signalées par une enseignante. Alors l'audition du Premier ministre était pour toutes ces raisons évidemment très attendue. Elle a duré 5 heures. 5 heures de joute verbale entre François Bayrou, tantôt élu local, tantôt père, tantôt ministre de l'Éducation nationale et tantôt Premier ministre, et le député LFiste Paul Vanier, tuteur compulsif à l'endroit de François Bayrou. Alors évidemment, la cabale politique engagée par une partie des bancs de l'Assemblée, notamment du côté des LFI, est évidente, mais la posture de victime arborée par le Premier ministre interroge. Même si on peut aisément comprendre que le père soit abasourdi, atterré de découvrir que sa propre fille n'a pas été épargnée.
Mais on peut regretter l'attitude du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale, puisque dans cette affaire, ce n'est évidemment pas l'homme qui est en cause ici, mais bien le système. Et c'est tout l'enjeu de cette commission d'enquête. Ne pas tomber dans l'écueil ni dans la facilité de faire le procès d'un homme ou de l'enseignement privé, mais le procès du pas de vague qui gangrène l'administration scolaire, qui a couvert et couvre encore des violences en milieu scolaire, que ce soit à Bétharram ou à l'Académie de Versailles, dans le privé comme dans le public. Car au-delà des coups portés, des sévices et des abus subis, le coup fatal pour les enfants victimes est celui du silence et du déni. C'est pourquoi quand François Bayrou dit qu'il ne savait pas et que personne ne savait, on a un peu du mal à le croire. Car de Dax à Bordeaux, depuis 1950, une épée de Damoclès est posée sur la tête des enfants, comme dans d'autres territoires français ailleurs, sur les élèves récalcitrants. Fais attention, tu vas finir à Bétharram. Est-ce une autre époque? Sans doute. Le rapport à l'autorité, à l'éducation, à l'enfance a heureusement évolué. Mais aujourd'hui, comme hier, il y a un invariant. Les enfants sont des proies par nature, que ce soit à l'école, dans les clubs de sport, dans le cadre familial. Leur faiblesse physique et leur vulnérabilité psychique faut qu'on peut exercer sur eux une emprise. L'agresseur se sent fort, il sait qu'il peut les dominer. Le tabasseur comme le violeur donne libre recours à ses pulsions les plus monstrueuses. Ne mâchons pas nos mots, l'enfant est anéanti. Son intégrité corporelle est pénétrée au moment justement où il prend conscience de son corps et doit en construire les limites. L'enfant est immédiatement perdu, déboussolé, prisonnier d'une situation de chantage affectif qui le terrorise. Il n'ose pas parler, par honte, par peur, pris au piège d'un mensonge qui n'est pas le sien. Il ne voit pas d'issue. Longtemps, la gravité des conséquences de sévices sur les enfants a été sous-estimée. Aujourd'hui, nous savons ce que le déni des violences faites aux enfants leur coûte tout de suite et pour le reste de leur vie d'adulte. Des troubles psychotraumatiques, cauchemars, flashbacks, dissociation, hypervigilance, conduite d'évitement et troubles du sommeil, dépression, anxiété, automutilation qui affectent leur vie affective, leur vie sociale, leur vie personnelle. Dissociation cognitive et émotionnelle. Les victimes se sentent détachées de leur corps ou de leurs émotions, ce qui entrave leur développement personnel. Troubles de l'attachement et de la confiance. Ils ont des difficultés à établir des relations saines et sont victimes d'un isolement social à vie. Des douleurs chroniques, des maladies somatiques, des troubles du développement, de la croissance, de l'apprentissage, des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil, des problèmes de santé à long terme, des troubles de l'intimité. Il y a également un impact sur la parentalité. Les victimes ressentent un stress parental accru, des difficultés relationnelles avec leurs enfants, la peur de reproduire les schémas de violence dont ils ont été victimes. Pour conclure, le travail de cette commission est donc essentiel. S'il fait le procès du pas de vague dans l'éducation nationale, sans alimenter une guerre stérile entre le privé et le public, s'il s'attache à identifier où les choses tournent mal, et si les préconisations portent sur la formation des adultes en lien avec les enfants, l'amélioration du repérage et la prise en charge des enfants dans le cadre scolaire. Bien, vous avez Georges. Oui, c'est ça. En fait, c'est le repérage. Vous avez tout dit avec ce mot, le repérage. Sans aller jusqu'à ils ont couvert. Je ne sais pas qui a couvert, si quelqu'un a couvert, je ne sais pas. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'on ne fait pas suffisamment pour repérer. Vous avez 3 autorités, vous le savez très bien. C'est la protection judiciaire de la jeunesse avec les parquets des mineurs qui devraient y aller plus souvent, beaucoup plus souvent dans ces établissements. Vous avez également la médecine scolaire, il faut qu'elle soit très très présente, le parquet, la médecine scolaire et l'inspection de l'éducation nationale. Et il faut des visites inopinées. Il faut véritablement aller au-devant de tout cela, quitte à constater que tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Or, moi, je crois d'expérience, j'en ai fait les frais, puisque je savais aussi, par une commission d'enquête que j'avais présidée, qu'on ne fait pas ça de manière inopinée. On prévient à l'avance. Ce qui laisse le temps aux organismes de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut aller davantage vers le repérage. Oui, mais il faut aussi, je pense, avoir conscience qu'il y a eu quand même pendant des années du déni. Notre génération, on savait très bien dans l'école publique, qui était à ce moment-là à un haut niveau, que les élèves qui n'arrivaient pas, on les envoie, ou même les enfants disent qu'aujourd'hui on prend mieux en charge. Ils allaient dans des établissements où il y avait quand même un fonctionnement par la violence. Il faut admettre ça. Et les sévices sur les enfants, on a longtemps, même les psys, moi j'en parle beaucoup avec Maurice Berger, qui me raconte le vécu qu'il avait quand les jeunes filles avaient été incestées dans leur famille. On disait au père, écoutez, c'est pas bien, recommencez pas. Et les filles repartaient. Je veux dire, dans les années 70, en 72, dans une situation aux urgences à l'hôpital, expérience relatée par Maurice Berger. Donc il y a malgré tout quand même un effort qui a été fait, une reconnaissance de la gravité des sévices
sur les enfants à un âge court et de ce que ça engage dans leur vie d'adulte. Et à ce titre-là, toute la société doit prendre en considération ce que l'on sait maintenant pour faire que ce qui se faisait avant ne soit plus jamais rendu possible. Et malheureusement, lors de cette commission, en tous les cas de cette audition, les victimes sont passées après. Et effectivement, c'était plus d'une guerre scolaire dont on a entendu parler, mais on y reviendra un peu plus tard sur ce sujet. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais faire une toute petite remarque. J'ai écouté votre chronique avec beaucoup d'intérêt. Je suis totalement d'accord. Sur la question des violences que les enfants subissent aujourd'hui, que ce soit dans un cadre scolaire, que ce soit dans un cadre familial. J'aimerais faire remarquer quand même que depuis 2019, depuis MeToo, les langues se délient de façon générale sur les violences. Donc on a vu les violences sexuelles, les violences conjugales faire l'objet de dénonciations sérielles sur les réseaux sociaux pour compenser les manques de la justice. On a vu la question de l'inceste s'imposer à travers plusieurs livres sur ce sujet aussi. Il y a, je trouve, toujours un véritable tabou sur les violences subies par les enfants et aussi en contexte familial. Il faut quand même dire une chose, c'est que d'abord les enfants sont par définition ceux qui n'ont pas de droit de parole publique et qu'aujourd'hui encore, énormément d'enfants sont battus et se retrouvent dans une situation où ils sont complètement délaissés, même par l'État. Et c'est scandaleux. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'espace de parole. Il me reste quelques minutes. Désolé, je voudrais y revenir parce que c'est l'aspect politique. Ce que vous dites est tellement important. Que voulez-vous que je vous dise, si ce n'est qu'on est tous d'accord? Je pense que s'il n'y a pas de sursaut sur ce sujet, il n'y en aura sur rien d'autre. S'il n'y a pas sur les enfants.